Effectivement, donc les stratégies de téléprospection ne sont pas des stratégies qui sont définies comme étant toujours pertinentes pour certaines personnes, alors qu'elles le sont réellement, et on va voir pourquoi. Alors, cette notion de pertinence est souvent liée aujourd'hui à l'arrivée du digital, et notamment des nouveaux moyens qui sont mis en œuvre au travers du social selling ou de toute la partie marketing digital. Mais encore une fois, dans les médias, parmi les médias traditionnels, la téléprospection est un média qui fait toujours un canal qui fait toujours ses preuves. Alors, si j'aime toujours débuter par des illustrations qui démontrent que concrètement, et ici ça va être le cas, que la partie téléprospection est une stratégie qui est toujours utilisée. Comme vous pouvez le voir, on a à peu près 68% des leads qui proviennent encore d'une démarche de télémarketing. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se projeter sur ces chiffres-là parce que parmi certains contextes, notamment industriels, on sait que les entreprises n'ont pas encore totalement franchi le pas du digital et ont besoin d'être accompagnées aujourd'hui. Mais encore une fois, si on se projette à ce qui se pratique aujourd'hui, dans ce qui se pratique aujourd'hui, eh bien le télémarketing est encore quelque chose d'extrêmement présent. Et encore une fois, parce que peu d'entreprises connaissent aujourd'hui le contexte de l'inbound marketing. Je serai à votre disposition, d'ailleurs, pour aborder cette notion, ça me fait penser, j'ai oublié en introduction, je serai disponible avec vous jusqu'à la fin de ce webinaire et même au-delà de midi pour répondre à d'éventuelles questions. Donc pour revenir à cette notion d'inbound marketing, effectivement, la majorité des entreprises ne connaissent pas aujourd'hui encore ce qu'est l'inbound marketing, et donc font du télémarketing leur premier vecteur de détection de leads. Alors comme pour vous montrer que ce marché est un marché qui est encore assez florissant, on a trouvé quelques statistiques sur le marché de l'outbound, ce qu'on appelle externalisé. Donc parmi l'outbound, il y a effectivement principalement de la téléprospection. Il faut savoir que ce marché représente aujourd'hui 3 à 4 milliards d'euros en France. Alors le principal client de l'outbound reste quand même le secteur télécom, mais si on se met dans une dynamique dans un contexte qui est hors télécom, puisque c'est un marché qui a tendance aujourd'hui quand même à décliner, puisque les opérateurs font principalement appel aujourd'hui, utilisent beaucoup les démarches d'inbound, on a un contexte de croissance de 5 à 7% du marché. Alors, pour moi, que je constate quotidiennement, puisque parmi des problématiques CRM que nous abordons avec les entreprises, la problématique de l'outbound et de la téléprospection est souvent abordée. Ce qu'on constate, c'est que c'est une stratégie qui est souvent mal exploitée. Donc, pour beaucoup de gens, elle livre des résultats qui sont plutôt moyens, mais c'est pas lié à la stratégie en tant que telle, c'est plus lié en fait aux moyens et à la méthodologie qui sont mis en œuvre pour pouvoir se donner les chances de réussir dans un contexte de téléprospection. Ici, vous pouvez voir que en moyenne, il y a peu d'entreprises qui passent plus de 100 appels par commercial. Ce qui pour moi aujourd'hui, alors c'est vrai que faire 100 appels pour un commercial, c'est pas simple, mais quand vous êtes dans une démarche de téléprospection, et on le verra, aujourd'hui, il faut se fixer des objectifs relativement ambitieux, puisque quand vous êtes sur de la téléprospection avec des objectifs clairement identifiés comme des objectifs de vente ou de prise de rendez-vous, un des principaux secrets reste le volume. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas à plus de 75 appels par jour, la probabilité pour que vous récoltiez les fruits d'une téléprospection efficace est clairement pas possible aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que vous avez 48% des commerciaux qui ne rappellent jamais un prospect. Donc ça fait partie d'un élément aussi important, puisque ce qu'on appelle le nurturing aujourd'hui, qui est lié à la capacité que doit avoir un commercial de rappeler ses prospects et d'entretenir en fait de la relation dans la durée, puisque ça serait trop simple si on aboutissait ces appels immédiatement. Ça fait partie aussi des éléments qui sont à prendre en compte dans le cadre d'une bonne stratégie d'outbound marketing. Alors,
Il y a un autre élément qui est important que l'on constate dans les stratégies d'outbound et de téléprospection, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des stratégies qui sont mal cadrées. C'est-à-dire que concrètement, il y a peu d'entreprises qui suivent convenablement des indicateurs de rentabilité et de performance de leur téléprospection. Ce qui est aujourd'hui complètement impossible. Enfin, il est impossible d'envisager de continuer à procéder ainsi, puisque encore une fois, si vous ne mettez pas en place des métriques, ce qu'on appelle des KPI de mesure en fait de votre performance, il est aujourd'hui impossible d'ajuster ou de réaligner sa stratégie en fonction des objectifs que vous êtes initialement fixés. Alors, l'objectif des quelques slides qui vont arriver, ça va être de vous démontrer comment mettre en place une stratégie de téléprospection interne, qui soit une stratégie rentable et qui aujourd'hui vous permette de générer en moyenne 10% de nouvelles opportunités par mois dans un contexte de business, encore une fois, B2B. Alors, le secret pour moi, puisque vous allez voir, et je vais souvent ramener ça à ce que nous pouvons nous-mêmes pratiquer aujourd'hui, puisque nous intégrons dans nos équipes des ressources de téléprospection, la règle, la principale clé de réussite, c'est la méthodologie. Et c'est de respecter en fait la méthodologie. Cette méthodologie, elle est applicable dans 95% des cas, selon moi. Il faut simplement se résoudre à la suivre et vous allez voir que ça fonctionnera. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Le premier élément de la stratégie, qui peut vous paraître extrêmement bénin, mais c'est encore une fois une réalité, c'est la nécessité de se fixer en fait des objectifs. Alors ces objectifs, ils peuvent être doubles, ils peuvent être à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc je vous ai listé ici quelques types d'objectifs que vous pouvez vous fixer, sachant que si vous êtes dans une démarche de vente, les objectifs principaux resteront des objectifs quantitatifs qui seront liés à des volumes d'appels, des volumes d'appels aboutis, de la prise de rendez-vous, de la détection d'opportunités d'affaires en fonction de la sémantique que vous utilisez, de construire aussi des pistes parce qu'on va pas pouvoir trouver des projets qui seront systématiquement des projets avec des durées de closing, enfin des cycles de vie de closing à court terme, à 3 mois par exemple si c'est ce que vous fixez. On va des fois trouver des projets qui peuvent s'ouvrir à 6, 8, 10 mois et ce sont des projets que vous devez aujourd'hui nurturer, ce que l'on appelle nurturer, c'est-à-dire concrètement suivre dans le temps, parce que c'est une vraie détection de pistes. Vous pouvez avoir aussi des objectifs, bien entendu, qualitatifs, c'est ce qu'on évoquait, sur du développement de notoriété, sur de l'information collectée, etc. Donc voilà, il peut y avoir aussi, bien sûr, un mix des deux. Je vous ai mis ici des objectifs très simples. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la réalité, c'est que la téléprospection, c'est avant tout de la volumétrie. Alors après, vous pouvez être des fois dans des schémas où vous allez demander à vos téléprospecteurs ou à vos commerciaux qui téléprospectent de créer des besoins. La réalité, c'est que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la téléprospection, on n'est plus vraiment dans une logique d'évangélisation ou de création de besoins. On est plutôt dans une logique, de détection de besoins. Donc, pour détecter du besoin, l'enjeu, c'est principalement de faire du volume d'appel. Alors, là, il faut que chaque téléprospecteur ait une idée très précise du volume à traiter. Donc, que ce soit en termes d'appels par jour, et n'oubliez pas, au-delà du volume d'appels, aussi d'intégrer dans vos métriques, vos indicateurs clés de pilotage, des appels aboutis. Donc, la différence entre appel abouti, pour ceux qui sont rompus à ce type de pratique, c'est l'appel abouti, c'est la capacité que vous avez à décrocher en fait votre interlocuteur et d'aboutir un appel, soit avec une opportunité à la fin, soit éventuellement un rejet d'opportunité, mais au moins vous savez ce qu'il en est, vous avez pu collecter de l'information. Pour ça, il est aussi indispensable, en fonction du volume d'appels par jour, d'être en capacité de créer des campagnes. Donc ça, c'est important parce que souvent les gens ont tendance à me dire si j'ai un volume d'appels par jour de 70 appels, mon objectif est très simple, c'est de me dire j'ai 20 jours productifs par mois, donc j'ai 1400 fiches dans ma cible. C'est pas du tout le cas parce que sur les 70 appels par jour, vous allez avoir un gros volume de rappels. Donc il faut que ça soit à la fois un mix entre le volume d'appels et le volume d'appels aboutis par jour.
pour déterminer vos campagnes et toujours prendre aussi en considération le fait que vous allez recycler une partie peut-être de votre campagne du mois précédent sur des appels que vous devez nurturer, c'est-à-dire relancer d'un mois sur l'autre, et peut-être recycler une partie de votre ancienne campagne vers la campagne du mois. Donc, si vous avez une capacité d'appel de, par exemple ici Michel, de 600 appels par mois, qui est la dimension de sa campagne, je sais que je vais avoir 400 nouveaux contacts à lui intégrer sur une nouvelle campagne et 200 qui viennent d'un recyclage en fait de la campagne du mois précédent. Voilà. Après, les objectifs, ils sont aussi liés directement à des objectifs de détection de projet. Donc là, bon, je suis dans une logique simple de gestion de projet qui est par exemple qui est assimilable à ce qu'on peut aujourd'hui faire dans l'édition de logiciels informatiques, avec des projets de 1 à 20 postes, des projets à plus de 20 postes, ou aussi de la détection de pistes, parce que on sait que des pistes, normalement, logiquement, dans les 6 à 12 mois qui suivent, en fonction de ce qui est pour vous un projet. Est-ce qu'un projet, c'est un projet qui est à moins de 6 mois, de se traiter à moins de 6 mois, à moins de 9 mois, à moins de 12 mois? Ça dépend de votre business model. Mais en gros, il faut effectivement aussi entretenir convenablement ces pistes, avoir la capacité de nurturer ces pistes qui deviendront en fait ensuite des vrais projets dans la durée. La deuxième chose, c'est de mettre en place une organisation. Alors, je mets un peu en retrait la notion de nombre de ressources parce que là, vous êtes totalement en capacité de créer vous-même votre sourcing en termes de ressources. Par contre, une réalité, c'est que une bonne méthodologie de téléprospection, c'est aussi une vraie gestion de processus. C'est-à-dire que quand vous allez créer un processus d'appel pour vos téléprospecteurs, il faut que ce processus aille jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous l'imaginiez jusqu'à la vente. Puisque un projet qui est détecté par un téléprospecteur, il faut que vous imaginiez en fait tous les canaux de communication et d'information jusqu'au commercial qui va prendre en charge le dossier si vous avez une cellule de téléprospection. Alors après, c'est sûr que si ce sont des commerciaux qui téléprospectent pour leur propre business, bon, ça c'est un peu différent, mais en tout cas, si vous avez une cellule de télépro internalisée et que vous souhaitez ensuite avoir des processus de transmission jusqu'au commercial, il faut que vous soyez en capacité de faire ça. Donc en espérant que voilà, vous avez les outils pour. Et surtout, ce qui est toujours intéressant, c'est d'être en capacité de créer des processus qui permettent d'aller identifier aussi l'affaire et le business signé. C'est-à-dire, en gros, vous devez être en capacité d'apporter au commercial le projet, éventuellement de lier le projet à cette campagne de téléprospection et aux téléprospecteurs, et ça jusqu'à la clôture de l'affaire pour savoir concrètement la performance de chaque téléprospecteur, à la fois en termes de prise de rendez-vous, mais aussi en termes de pertinence de résultats par le téléprospecteur, et aussi d'être en capacité de mesurer quel est le vrai levier de rentabilité que vous avez sur votre cellule de prospection et vos efforts de téléprospection au global. Donc ça, c'est vraiment un élément important. J'ai même tendance souvent maintenant à préconiser à mes clients de leur dire partez des indicateurs clés que vous le souhaitez mettre en place, typiquement des volumes d'affaires, des volumes d'appels, des volumes de rendez-vous, de pistes, etc. Et ensuite, construisez ou trouvez la solution qui va vous accompagner en fonction des différents outils de mesure que vous souhaitez mettre en place. Derrière, vous avez la possibilité aussi, alors je vous ai matérialisé en fait ici quelques processus. Alors je ne vais pas les détailler pendant la présentation puisqu'il nous reste un quart d'heure et qu'on a un certain nombre de choses encore à voir. De toute façon, à l'issue du webinaire, vous recevrez la vidéo, un lien vers la vidéo ainsi qu'un lien vers la présentation. Donc ici, je vous ai mis deux exemples de processus qui sont des processus plutôt bien créés et que vous pourrez, à mon avis, facilement utiliser chez vous, puisque c'est l'objectif, encore une fois, c'est de vous mettre à disposition aussi des bonnes pratiques que vous pouvez facilement dupliquer. Alors, autre étape importante, une fois que vous avez la partie objectif, la partie ressources et processus, c'est bien entendu de segmenter et de préparer vos cibles. C'est un élément important et pour des gens d'ailleurs qui souhaiteraient mettre en place pour la première fois une segmentation, une démarche de téléprospection, sachez que la segmentation c'est un élément qui n'est pas simple, que vous avez peut-être pas construit encore aujourd'hui et votre téléprospection va peut-être mettre un peu de temps avant d'arriver à la segmentation idéale. L'objectif ici c'est par des critères
qui sont généralement des critères ce qu'on appelle démographiques, que peuvent être des codes NAF, des chiffres d'affaires, des fois des notions aussi géographiques, des tailles d'effectifs, de segmenter en fait votre base et d'essayer en fait, en utilisant votre base existante de vos clients, d'identifier vos domaines d'excellence pour pouvoir en fait avoir des résultats qui soient les plus significatifs et les plus optimums possibles sur un segment de téléprospection. Je vous donne un exemple concret de ce que nous avons pu nous-mêmes mettre en place il y a quelques mois. En fait, nous avons échantillonné nos premières phases de téléprospection avec différents types de code NAF. C'est-à-dire qu'en gros, on avait identifié des éléments démographiques de type taille de structure et chiffre d'affaires, mais par contre, on a souhaité identifier des codes NAF différents pour voir en fait quel degré de performance on pouvait avoir. Et on a créé par anticipation 6 mois de campagne dans lesquels nous avons intégré différents codes NAF et nous étions en capacité de suivre notre degré de performance à la fois en termes d'ouverture de projet, d'affaires signées, en fonction du code NAF que nous avions traité. Donc là, c'est pareil, c'est un élément qui est déterminant puisque traiter de la cible qui serait non qualitative va vous conduire forcément, et ça c'est d'une logique implacable, à avoir des résultats qui ne seront pas à la hauteur de vos attentes et dans quel cas vous aurez du mal à persévérer. Voilà. Puis vos téléprospecteurs vont s'essouffler, ça sera difficile et vous aurez forcément un retour sur investissement qui sera pas intéressant ou celui en tout cas que vous seriez en mesure d'attendre. Donc là, voilà. Donc pour faire ça, il existe différents outils. Alors bien sûr, ici je vous parle d'Ines puisque c'est l'outil que nous utilisons nous-mêmes. Vous avez ici un outil de ce qu'on appelle de générateur de cibles et de recherche avancée qui s'appuie en fait sur différents critères de votre base de données, sur des champs disponibles dans votre base de données et qui vont en fait vous permettre de créer une segmentation de vos interlocuteurs. Alors on va segmenter à la fois les sociétés, mais bien sûr, on va segmenter aussi les typologies de contacts. Donc, on va faire une segmentation et des personas. Voilà. Ensuite, il est important que vous puissiez intégrer toute la démarche de téléprospection, le cadrage de l'entretien et la collecte de l'information dans un outil qui va ensuite vous permettre de réutiliser cette information. Donc, en gros, si aujourd'hui l'outil que vous avez pour prospecter c'est Excel, c'est un peu délicat parce que Excel ne vous offrira pas beaucoup de possibilités derrière pour faire un nurturing de vos contacts réguliers. Et ce qui est dommage aussi, c'est que la donnée que vous allez collecter, vous n'allez pas pouvoir en fait en faire profiter d'autres services et voire même l'utiliser convenablement et de façon performante dans le temps. Donc ici, on a un exemple d'une campagne dans Ines dans laquelle vous avez créé un formulaire en fait de téléprospection qui s'appuie à des champs sur des champs de la base de données. Donc l'enjeu, c'est que effectivement ici, quand les gens vont alimenter les différentes cellules ou cocher les cases des champs multiples que vous aurez choisis, eh bien en fait, ces données collectées vont alimenter aussi en parallèle votre base de données. Et dans le futur, lorsque vous allez recontacter ces gens-là, quand vous ouvrirez des formulaires, les champs qui seront déjà alimentés vont vous être directement proposés. Donc, plus que de la recherche d'informations, ce sera de la validation d'informations que vous aurez à produire. Ce qui est très important aussi, dans le cadre d'une démarche de téléprospection, c'est d'utiliser votre historique. Vous avez, si je peux me permettre, un fonds de commerce, peut-être que vous travaillez depuis pas mal d'années avec des contacts prospects, vous travaillez régulièrement, puisque quand vous brassez des cibles, en fait, elles reviennent de temps à autre dans votre pipe de contact à appeler. Et là, il n'y a rien de tel qu'un historique pour franchir les barrages plus rapidement et en fait pour briser la glace, si je peux me permettre de le dire ainsi. Puisque quand vous allez prendre contact avec quelqu'un en lui disant, bien écoutez, voilà, nous avions eu la chance d'échanger, comme on le voit ici, en avril 2013, vous m'aviez dit que pour l'instant le projet CRM n'était pas d'actualité, mais que vous m'invitez à reprendre contact avec vous d'ici 24 mois parce que ça fait partie des projets stratégiques que vous devriez ouvrir dans l'entreprise. Bien forcément, on a un contact qui est bien plus simplifié en définitive que lorsqu'on arrive et on fait du vrai appel à froid avec une première prise de contact, puisque c'est probablement l'élément le plus complexe de la téléprospection, c'est l'appel à froid. Et on va dire que grosso modo, l'appel est tiède lorsque vous appelez avec déjà une connaissance du client et un premier historique de prise de contact.
Il est important aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas limiter la téléprospection à une simple prise de contact et de prise de rendez-vous. Vous devez avoir la capacité d'emmener l'affaire, le projet ou la piste qui a été détectée jusqu'à l'affaire, jusqu'au closing de l'affaire. L'enjeu là-dessus, il est très simple. C'est simplement en fait d'avoir une vraie vision de la rentabilité, de mesure d'efficacité de vos campagnes. Puisque si on décorrèle complètement la notion de résultat financier, alors je parle ici bien sûr de campagnes qui ont des objectifs quantitatifs de vente, si on décorrèle la notion de résultat quantitatif, donc de vente clairement, de la notion d'effort de téléprospection, il est très difficile d'imaginer un levier de rentabilité et clairement aussi de matérialiser, d'avoir la possibilité ensuite de réaligner sa stratégie en fonction des résultats obtenus. Donc ça, c'est aussi un élément déterminant, c'est construire un processus avec des outils qui vous permettent d'aller de la détection jusqu'au closing de l'affaire. Donc, je reviens un peu sur ce que je dis depuis le début, en définitive. L'enjeu, c'est de disposer à minima d'une vision simple et instantanée d'un certain nombre d'indicateurs clés de performance et de retour sur investissement, que peuvent être effectivement, si on part du plus haut, le nombre d'appels et d'appels aboutis, d'avoir la possibilité, bien sûr, de suivre du nombre de rendez-vous, du nombre d'opportunités et du montant de chiffre d'affaires signé par opérateur, puisque c'est important d'aller par opérateur de téléprospection ou par pool de télépro en fonction de la façon dont vous travaillez en interne, et de ramener ça jusqu'à une notion de coût de la campagne pour déterminer un retour sur investissement global, puisque aujourd'hui on est dans une vraie logique de mesure des engagements par rapport aux résultats, des résultats par rapport aux engagements réalisés. Donc voilà. Donc là, c'est indispensable pour vous d'avoir un outil qui vous permette de réellement piloter votre activité de téléprospection. Alors, on a un exemple ici, très concret, parce qu'on aime bien systématiquement vous donner des éléments. Nous sommes ici dans une campagne où on voit qu'on a 492 contacts. Sur les 492 contacts, on a encore 427 contacts à appeler. On a eu 23 leads de générés. Et pour l'instant, on est sur un statut d'avancement de 13,2% de la campagne. On voit à peu près les statuts de sortie, donc qui sont des statuts complètement personnalisables. On peut avoir ensuite des stats par téléprospecteur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour l'instant, on a un retour sur investissement de 9 890 € sur cette campagne. Voilà, en fonction du chiffre d'affaires qui a été généré et éventuellement derrière des coûts qui ont été engagés sur la campagne. Alors ici, ce sont des éléments à titre indicatif. Vous nous excuserez pour la pertinence des chiffres, mais voilà, l'enjeu c'est réellement d'être en capacité de mesurer presque en un clic du presse-bouton ces éléments de retour sur investissement. Donc le ROI d'une campagne alors juste pour finir, effectivement, sur la partie outbound, on est vraiment sur des métriques assez simples. Après, ce qu'on voulait aussi, parce qu'on ne peut pas vivre contre nature, puisque pour ceux qui suivent nos webinaires, et je vois des personnes qui assistent régulièrement, nous sommes aussi des fervents défenseurs des démarches de l'inbound marketing, puisque on ne peut pas nier une vraie belle démarche d'efficacité en termes de lead génération. On est aujourd'hui dans l'ambivalence de comparer de façon permanente l'outbound et l'inbound. Donc, clairement, l'outbound reste une stratégie à impact, notamment dans certains milieux, et j'y crois beaucoup, notamment sur la partie industrielle, qui reste encore relativement utilisatrice de ce type de démarche de lead gen. Après, voilà, l'objectif aussi, c'est d'arriver à vous démontrer que la combinaison d'une stratégie d'outbound avec une stratégie d'inbound, c'est vraiment pour nous un mix qui est quasi parfait et qui s'applique dans la majorité aujourd'hui des business que l'on peut nous constater. Donc ici, on vous a mis quelques indicateurs de ROI sur une démarche d'inbound marketing où on va avoir ça va être un peu plus complexe effectivement en termes de gestion de ROI avec des outils qui peuvent être votre site web, du référencement soit du naturel soit du payant, du community management, de la création de contenu, voilà, des landing pages. Et là, on va aller chercher en fait d'autres types de métriques, même si la conversion finale, qui est celle de la signature,
va nous intéresser. On va être sur des métriques qui vont être un peu plus poussées en termes de taux de conversion, en termes voilà de taux de lecture, en termes de taux de rebond, voilà en termes de nouveaux visiteurs, en fait de visiteurs déjà connus, etc. Donc là, on va être sur des métriques qui vont être un peu plus complexes à gérer. Mais par contre, voilà, l'objectif c'est d'arriver à dire quel budget j'engage, quel revenu j'ai en face, et est-ce que j'ai un ROI d'inbound qui est supérieur à mon ROI d'outbound. L'objectif ici dans cette réflexion, c'est principalement de se dire est-ce que j'ai de l'intérêt à tout miser sur une stratégie d'outbound marketing? Est-ce que je dois plutôt basculer ma stratégie sur de l'inbound marketing, chose que certaines entreprises font aujourd'hui, hein, j'en côtoie quasiment tous les jours. Et après, on a des entreprises aujourd'hui qui trouvent un vrai intérêt à faire un beau mix de ROI inbound et de ROI outbound, avec un ROI qui est à peu près équilibré, qui se disent bah, aujourd'hui il faut vraiment que j'arrive à agir sur les deux tableaux. Donc voilà. Alors moi, en synthèse, avant de clore et de vous donner la parole, puisque ce que j'aime, c'est de vous offrir la possibilité. Alors pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez commencer à le faire hein, dans la rubrique questions de l'outil. C'est de vous livrer quelques tips, quelques astuces. Donc on l'a pas évoqué parce qu'encore une fois c'est un élément important, mais il est indispensable de soigner votre elevator pitch. L'elevator pitch c'est en gros votre argumentaire, c'est ce qui va vous permettre en fait de passer les barrages des secrétaires, d'être accrocheur beaucoup plus vite et de susciter tout de suite l'intérêt de la personne que vous aurez en face de vous. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous allez travailler avec le temps. Il est très rare qu'on fasse un bon elevator pitch dès le départ. Là je pense que vous allez devoir travailler, à mon avis, quelques elevator pitch pour arriver à celui qui vous convient le mieux. En gros, il faut qu'il fasse entre 30 et 45 secondes grand maximum. Avoir du caractère et de la personnalité. Alors moi, je suis souvent stupéfait notamment au sein de mes ressources, de la persévérance dont font preuve ces ressources-là, parce que c'est vraiment un métier qui, entre guillemets, peut être un peu ingrat des fois. Hein. Il peut arriver que pendant 3-4 jours, il se passe pas grand-chose avec des volumes d'appels qui sont relativement importants. Mais on a il faut vraiment des gens qui sont tenaces et qui vont pas systématiquement s'arrêter à une première barrière ou à un premier refus du style ça ne m'intéresse pas ou je n'ai pas de projet. Il faut que vos téléprospecteurs aient vraiment la capacité de creuser et fassent suffisamment preuve de caractère pour aller chercher des fois des projets qui ne sont pas révélés tout de suite. La mise en place de processus indispensable hein, pour piloter et gérer efficacement de la détection jusqu'à la vente. Mettre en place un outil qui vous permet à la fois de piloter mais aussi de capitaliser sur la donnée et de suivre en fait concrètement les résultats hein, produits par votre effort de téléprospection et bien sûr bien manager son équipe. C'est pas toujours très simple parce que la téléprospection c'est un vrai métier, faut être clair et ça c'est réellement important aujourd'hui que vous puissiez aujourd'hui connaître ce métier-là pour bien le manager. Alors, nous avons la chance d'avoir parmi nos partenaires et nos clients quelques opérateurs de téléprospection et notamment des sociétés qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont des gens qui sont en train d'opérer un virage qui est ce qu'on appelle du marketing as a service. Donc, en gros, ça consiste à mixer à la fois cette dimension d'inbound et l'outbound. Donc, dans une stratégie de lead génération qui consiste voilà, à bien mixer les deux au sein de votre stratégie. Puisque comme je vous l'écris ici, on a Comsoft qui fait partie des opérateurs qui proposent du marketing as a service ou des gens comme Force Plus ou des gens comme Crème de Croissance. Vous voyez que vous avez 54% de leads supplémentaires en travaillant l'inbound. Et il arrive parfois dans certains secteurs que travailler les deux, soit la bonne stratégie. Donc ici, je prends un exemple très simple au travers de ce schéma de marketing as a service. On est vraiment dans une dimension où on va produire de la lead gen par une démarche d'inbound, de publication de contenu avec un site web efficace, de l'acquisition, etc. Et ensuite, on va le doubler avec à la fois une dimension de reprise de contact liée à de l'outbound
pour de la qualification en fait de demande entrante, mais en mixant aussi toujours cette notion de campagne qui s'appuie aussi sur des campagnes d'inbound marketing. Donc c'est une démarche qui est souvent efficace et qui permet aussi aux entreprises de faire une transition de leur stratégie un peu traditionnelle et historique de détection de lead vers une stratégie digitale et pour trouver peut-être un bel équilibre entre les deux, entre ces deux stratégies. Voilà. Eh bien, écoutez, on en a fini. Il est midi pile. J'ai peut-être été un peu vite et vous m'envoyez désolé, mais l'objectif c'était réellement aujourd'hui d'être en capacité de tenir le timing, puisque c'est l'enjeu de ces webinars. Je vous propose de passer aux questions. Alors, pour ceux qui ne les ont pas encore posées, n'hésitez pas. Vous avez dans la partie droite de votre chat, enfin de la fenêtre GoToWebinar, vous avez une possibilité d'intervenir. Alors, parmi les questions, alors, oui, j'ai Jean-Philippe qui est là. Jean-Philippe qui me dit, vous auriez tort de vous priver de l'inbound marketing. Effectivement, on en aurait tort. Alors, c'est vrai que l'enjeu, Jean-Philippe, aujourd'hui, c'était principalement de travailler sur la démarche d'outbound. Mais effectivement, encore une fois, je pense sincèrement, j'invite les entreprises qui n'utilisent pas encore les stratégies d'inbound, de s'y intéresser de plus près, puisque je pense que c'est une stratégie qui va, enfin c'est pas je pense, c'est j'en suis certain, qui va véritablement se développer maintenant très rapidement. D'ici, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, d'ici quelques mois, vous verrez que c'est quelque chose qui sera extrêmement répandu et plus personne n'ignorera ce qu'est l'inbound marketing. Voilà. Est-ce que vous auriez des exemples?